Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube tennisbelge.be. Alors, 4 points au programme cette semaine. Un passage important sur la Coupe Davis, bien entendu, ce super week-end qu'on a vécu tous ensemble. En deuxième position, je parlerai un petit peu du joueur de la semaine, qui n'est pas un des joueurs de la sélection belge. On va beaucoup en parler déjà avec Joël, on en reparlera encore dans les prochaines semaines, donc j'ai préféré faire un focus sur quelqu'un d'autre. En troisième point cette semaine, ce sera les résultats, les bons résultats de la semaine, les bonnes nouvelles de la semaine. Il n'y a pas une mauvaise nouvelle, la semaine a vraiment été super au niveau du tennis belge. Et je terminerai le quatrième point de la semaine par les classements. Mais tout de suite, la Coupe Davis. On est en finale, Chrissy, tu te rends compte? La finale de Coupe Davis, c'est plus arrivé depuis 1904. Oh, et toi, t'as connu les années 70, les années avec Bernard Mignot, Patrick Ambergen, et puis les années 80 avec Bernard Boileau, et puis le Gouffre, 89, on est en dernière division européenne. Et puis on remonte petit à petit grâce à Massot, Pimec, les années 90, les années avec des joueurs comme Chris Bossens. Fin des années 90, ça y est, quart de finale en 98 avec Philippe De Wulf, 99, demi-finale avec De Wulf, Malice qui bat Federer, tu te rends compte, il était numéro 1 junior l'année précédente, il n'était pas encore numéro 1 mondial, mais quand même. Et puis les années 2000 avec beaucoup de montées, descentes entre le groupe mondial, les matchs de barrage. Et maintenant, ça y est, la finale, Chrissy, la finale. Mais pourquoi tu pleures, Chrissy? Il faut pas. Oui, je sais, t'es nostalgique, c'est ton époque et tout, il faut pas pleurer. Et puis, t'as ton nouveau cordage. C'est curieux de voir ce qu'il va dire, Fred. Hein, ouais. On va rien dire. Devant ce qu'il va dire. On va rien dire, on va voir si tu remarques, ok? Allez, on y va. On va parler de la Coupe Davis maintenant. Bonjour Joël. Salut Fred. Ça en va? forme, j'imagine. Oh bah attends, après un week-end pareil, que d'émotions, que d'émotions. Ouais. Chrissy est en forme aussi, hein? Ouais, on dirait quelque chose de changé, non? Ouais, quelque chose de changé. Bon, enfin bon, bref. Ce week-end, fabuleux quand même. Oui. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Ouais, fabuleux. Oui. Ça, il n'y a pas d'autre mot. Extraordinaire. On est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein, bon, c'est vrai que vendredi, on se retrouve à 1-1, un peu comme on pouvait le prévoir ou l'espérer. David Goffin a assuré, il n'a pas joué son meilleur tennis peut-être, mais sur les points importants, il était là. Il gagne en 3-7, c'est ce qu'on lui demandait, il l'a fait, il a maîtrisé. Steve Darcy est tombé sur un gros morceau. C'est clair que Mayer, c'était l'homme fort de cette équipe argentine. Oui, il a servi de manière incroyable. Pendant les deux matchs, d'ailleurs, Oui. en double aussi, il a vraiment été le meneur de cette équipe tout du long du week-end, sauf le dimanche où il a un petit peu lâché son équipe quelque part. Mais oui, mais il souffrait déjà physiquement des premiers jours, donc Steve Darcy l'a quand même usé en allant chercher un quatrième set, en le poussant dans ses derniers retranchements dans le quatrième aussi, parce que Mayer quand même servi des deuxièmes à 190 à l'heure dans le dernier jeu, donc je pense que c'était ses dernières forces qui jetaient dans la bataille. je crois effectivement que, il me semble que j'ai entendu qu'il était malade ou quelque chose comme ça mercredi, enfin en milieu de semaine. Il s'est très peu entraîné le jeudi pour arriver à être frais. Mais comme tu dis, je pense qu'il a tout donné, notamment sur son service, pour essayer de passer sans trop perdre d'influx. Il en a perdu beaucoup, grâce à Steve et Ruben dans le double. Oui. Et il n'était pas capable de tenir sa place dimanche. Oui. Donc, bon, tant mieux. L'autre, le Diego Schwartzman qui l'a remplacé, était moins fort quand même nettement. Maintenant, ça ne veut pas dire que David n'aurait pas battu Mayer. Hein. Mayer non, tout à David fait. a fait un super week-end. Peut-être un petit peu plus difficile au début contre Delbonis, mais contre Schwartzman, il a fait le match. Le match a duré 6 jeux hein, contre Schwartzman. Voilà. Une fois 3-3, il a commencé à gagner, à dérouler ses services, prendre facilement le service de Schwartzman. Il dominait les échanges, il n'y a plus eu match. À partir de 3-3 dans le premier, il n'y a vraiment plus eu match. Et puis, ça s'est Puis terminé sur l'apothéose. L'apothéose, le match de Steve, où effectivement là on est passé par tous les états, et Steve surtout, parce que bon, il domine dans le premier set, largement, Oui. Et puis coup de barre. Oui, gros coup de barre, et il perd le deuxième finalement sèchement, 6-2, et au milieu du troisième, j'ai vraiment eu très très peur quand il a dû sauver la balle de break. Je dis là, s'il se fait breaker, c'est fini. J'ai vraiment cru qu'on était au bord du précipice, et il est allé chercher des ressources incroyables. C'est le scénario qu'on craignait en plus, hein, parce qu'il
Il a joué 4 heures donc le vendredi, il a joué 4 heures le samedi, ça a été beaucoup commenté sur tous les réseaux sociaux. Et donc on se disait, oui, il est plus fort que Delbonis sur le papier, en tout cas sur dur, certainement, mais est-ce qu'il va être capable de tenir tout un match? Et donc c'est le scénario vraiment comme on s'y attendait, il a dominé le début du match, et puis physiquement, on le sentait vraiment à la limite de la rupture très longtemps. Mais il a tenu bon sur son service, c'est ça qu'il a maintenu dans le match. Et Delbonis, je pense, était plus tendu que lui parce que sur les jeux importants, Delbonis a moins bien servi et Steve a eu le mérite là de vraiment pouvoir s'engouffrer dans la petite brèche qu'il y avait. Il s'est engouffré dedans, il a été vraiment grandiose. Oui, Delbonis, il était effectivement tendu au premier set. Je pense qu'une partie du fait que le premier set a vite tourné pour Steve, c'était la tension aussi du côté de Delbonis. Par contre, une fois qu'il a senti que Steve avait du mal physiquement, là il s'est relâché. Pendant un set et demi, il a vraiment été très très bon. Mais sur les points serrés, il fait une double faute pour perdre son service au premier set, il fait une double faute pour commencer le tie-break du quatrième. Or, il en a fait, c'est peut-être même ses deux seules doubles fautes du match, donc ça montre quand même qu'il était très très nerveux. Oui. Et oui, évidemment, quand on domine un set jusqu'à 5-5 et qu'on n'arrive pas à prendre le break, là, effectivement, on commence à gamberger. Oui. C'est ce qui est arrivé pour Delbonis. C'est la force de Steve d'avoir tenu son service tout ce set-là, et puis le break, la délivrance. Et derrière, il a de nouveau augmenté son niveau de jeu. Là, il sentait plus du tout la fatigue. Il a mené 4-2-0-40, je pense encore. 4-2-0-40. Pour un double break. Oui. Qui aurait vraiment scellé la victoire définitivement, ou presque. Et là, de nouveau, la tension a un petit peu repris. Oui, mais là, bon, on peut comprendre, c'est unique dans une carrière, une occasion d'offrir à son pays la victoire, la finale de Coupe Davis. On peut comprendre que que Steve se soit un petit peu crispé ce moment-là. C'est vrai qu'il a passé moins de premières. Mais Delbonis a eu le mérite, il a quand même fait quelques magnifiques coups sur le jeu. Là, lui s'est relâché, il n'avait plus rien à perdre. Donc, dans ces positions-là, c'est plus facile, finalement. C'est sûr. Et finalement, donc, il a encore eu deux matchs à 5-4. Oui. La première un petit peu gambergée, la deuxième vraiment bien sauvée par Delbonis. Oui. Et ça a été au tie-break, comme tu dis, là, il n'y a pas eu photo. Delbonis a très mal commencé. Et Steve s'est relâché complètement pour l'emporter facilement. Ouais. Le point justement qui a été un petit peu sujet à contestation, c'est le double. Est-ce qu'il fallait faire jouer Steve pour le double? C'est le choix du capitaine, le choix de toute l'équipe. Personnellement, je pensais que Goffin jouerait le double parce que je pensais qu'on garderait Steve Darcy frais pour le troisième jour. Et surtout, Steve Darcy avait eu énormément de mal à retourner le service de Mayer la veille, le vendredi. Goffin est un très bon retourneur, donc je pensais, tiens, c'est peut-être l'arme pour le contrer. C'est un petit peu la question la question de la saison, pour toute la saison. Hein. En Suisse, contre la Suisse, on s'était déjà posé la question, est-ce que Darcy Bellman-Mans, sur le papier, la meilleure équipe, doit jouer? Johan a répondu que non. Contre le Canada, pareil, on pensait que Steve allait jouer, et c'est finalement Kimmer qui a été sélectionné. Ici, on pensait peut-être encore plus que Steve ne devait pas jouer, et c'est lui qui jouait. Oui. Et en finale, la question se posera aussi. Oui, mais je pense surtout que maintenant, on a 2 mois pour aller en finale. Quand les joueurs belges sont sur le même tournoi, s'il vous plaît, inscrivez-vous en double ensemble, parce que on joue une demi-finale de Coupe Davis avec une paire qui n'avait jamais joué ensemble. Là, c'est un peu amateur, malheureusement. Moi, je sais qu'on n'avait pas d'autre choix probablement, mais le premier set a été assez catastrophique en double. C'est vrai que Ruben était fort nerveux. Darcy n'était pas non plus exceptionnel pendant ce temps-là, oui, pendant un 7,5. Puis après, ils se sont enfin libérés, mais il y a eu quand même trop de points où on pouvait terminer, où il y a eu des mésententes. Moi, je pense c'est dommage. Ruben a été beaucoup contesté, beaucoup critiqué pour son début de match, c'est vrai, assez catastrophique. Mais au final, surtout au 3e et 4e set, je crois que ça a été lui le meilleur. Peut-être le meilleur. Je dirais pas sur le terrain parce que Mayer est quand même costaud. Moi, j'ai l'impression que Ruben vraiment commence à prendre conscience qu'il peut être bon en double. Son service de gaucher fait mal.
Ses accélérations en revers font super mal aussi. Pour un double, c'est super efficace ce coup-là qui a vraiment mis à mal les Argentins pendant 2 sets et demi. Et bon, donc Steve effectivement était un petit peu meilleur, ou un petit peu moins mauvais on va dire en début de match. Et moi je pense, j'ai été agréablement surpris par la réaction de Ruben et par son tennis en fin de match. Après on sait ce qui s'est passé, le tie-break du deuxième set avec l'immense énorme, incroyable à ce niveau-là, erreur d'arbitrage. Qui leur a coupé les jambes et évidemment 2-7-0 revenir c'était vraiment très compliqué. C'était très compliqué mais ils n'en sont pas si loin finalement. Non, ils n'en sont pas passés loin parce qu'ils ont eu un break d'avance dans le quatrième. Oui, et s'ils prennent le quatrième... Malheureusement perdu directement, mais effectivement s'ils prennent le quatrième je crois qu'ils l'auraient emporté. Voilà, la sélection pour la finale, ce sera sans doute les 4 mêmes joueurs. Hein. J'ai entendu parler qu'Olivier Rocus pourrait reprendre sa raquette pour jouer le double. Ça ne me semble pas faisable. Je pense qu'il en aurait bien envie, ça c'est certain. Je pense qu'il pourrait encore tenir sa place en double, en tout cas pas moins bien que Steve ou Ruben ou Kimmer, pardon, à côté de Ruben. Ils ont joué déjà ensemble avec Ruben, contre le Kazakhstan, contre Israël, je pense aussi. Donc ils savent jouer, ils se débrouillent pas trop mal ensemble. Maintenant, le choix de Johan, il a amené une équipe pour toute la saison, et écarter Kimmer pour la finale, je pense pas qu'il ferait une telle chose. Non, surtout sur terre battue, parce que je pense que en cas de pépin physique d'un joueur, Kimmer est quand même beaucoup plus à l'aise sur terre battue que Ruben. C'est sûr. Et bon, même s'il est un peu en crise de confiance, on l'avait dit la semaine dernière, on a encore 2 mois d'ici là. S'il va jouer la tournée en Amérique du Sud plutôt que de se concentrer sur les challengers européens, il pourra retrouver la confiance et avoir en plus des matchs sur terre avant la finale. J'espère que Kimmer prendra cette option d'aller en Amérique du Sud. Je l'espère pour Ruben aussi, même si c'est pas sa surface et qu'il a des points à défendre. Donc il va peut-être sans doute préférer rester en indoor ou son Il va en tout cas essayer d'assurer sa place dans le cut pour l'Australian Open. Peut-être que s'il arrive à l'assurer rapidement, il prendra cette décision. Par exemple, s'il fait une belle performance, ce serait pas mal. Pour David par contre, lui c'est évidemment la saison qu'il attend en Asie et puis la fin de la tournée européenne. Mais David s'adaptera très vite à la terre battue. Je pense aussi. Il est bon sur toutes les surfaces et je pense qu'il a une faculté d'adaptation assez exceptionnelle. Alors le Belge de la semaine c'est évidemment Steve, c'est David, c'est Ruben également, c'est également Kimmer même s'il n'a pas joué et tout le staff qui était derrière. Mais bon, on en a déjà parlé avec Joël, donc je voulais également vous présenter un petit peu plus Deborah Kerfs qui a remporté son 2e titre ITF à Tlemcen en Algérie. Je vous ai parlé la semaine passée de la génération 95, toutes ces filles nées cette année-là qui ont vraiment fait de bons résultats chez les jeunes. Deborah en fait partie. Peut-être un peu plus dans l'ombre que Marie Benoît et que Elise Mertens, mais avec quand même quelques très bons résultats. Elle a débuté le tennis à 5 ans au TC Garissard, donc c'est un club très connu d'Arlon. Et elle a été reprise par le centre AFT déjà dès 10 ans et demi, ce qui prouve quand même qu'elle avait du potentiel dès le plus jeune âge. Elle a eu quelques difficultés à s'adapter à la vie loin de sa famille, et donc elle est retournée à Arlon pendant 1 an et demi. Et elle est revenue au centre AFT vers 13 ans, elle y a séjourné plus ou moins de sa 2e à sa 5e secondaire, avec quelques super résultats chez les jeunes. Elle a remporté le grade 4 qui se jouait à l'époque au Davis, qui est également aujourd'hui à Limlet au club de Justine Hénin. La même année, elle remportait la de Borman en moins de 16 ans. L'année suivante, en 2011, elle atteignait 2 finales en grade 3 en Espagne et également les 8e de finale à la Streetball. Quelques petits problèmes personnels avec son coach de l'époque au centre AFT lui ont fait perdre confiance en ses moyens, donc elle a préféré quitter le centre, revenir jouer à Arlon, revenir s'entraîner, terminer sa scolarité aussi là-bas, et s'entraîner avec Frédéric de Failly. Deborah est alors partie s'entraîner à l'académie Justine Hénin à Limlet. Là, elle y a retrouvé Serge Carpentier, un ancien coach de l'AFT avec qui elle avait toujours eu un très bon feeling. Et ce nouvel encadrement lui a rapidement réussi puisque dès ses débuts
ses vrais débuts, en tout cas chez les pros. Elle a remporté son premier titre, c'était à Huy, et elle sortit des qualifications. Deborah a eu du mal à digérer ce premier titre, elle avait surtout du mal à s'habituer au long voyage toute seule, et malgré quelques bons matchs face à des top 300 qu'elle avait failli battre, elle n'arrivait pas à remporter ses matchs serrés, elle n'arrivait plus à dépasser les quarts de finale, pendant 1 an et demi, presque 2 ans. Depuis le début de la saison, elle a effectué un gros travail mental, avec l'aide financière d'une bourse de Open Spirit notamment. Elle a réussi à dépasser ce petit problème, et depuis le 1er septembre, elle suit un accompagnement personnalisé avec Serge Carpentier, qui a porté ses fruits directement puisqu'elle remporte son deuxième titre ITF, ici à Tlemcen en Algérie. Bon, elle n'avait pas des super sensations en arrivant en Algérie, notamment du fait des conditions qui étaient un petit peu difficiles, des terrains pas en très bon état et tout, mais elle est arrivée heureusement assez tôt là-bas, et elle a pu s'acclimater un petit peu aux conditions, et c'est à partir des quarts de finale qu'elle a vraiment senti que tout se mettait en place. Tactiquement, mentalement, elle se sentait bien, elle a vraiment pu lâcher tous ses coups, et elle a d'ailleurs vraiment mis une raclée à la tête de série numéro 1 du tableau en quart de finale. Elle lui a laissé qu'un seul jeu. Les demi-finales ont été un petit peu plus compliquées. Elle jouait contre sa partenaire de double, avec qui elle a remporté le tournoi également. Cette fille, la française, sa partenaire de double, a d'abord mené 4-0, mais Deborah s'est relâchée, elle a essayé d'oublier le score, elle a tout lâché, et elle a réussi à renverser la situation, à gagner en 2-7. En finale, c'était une situation un petit peu différente, son adversaire était vraiment très agressive, mais elle a réussi en mixant un petit peu plus son jeu, en variant bien les effets, et en attaquant quand même quand il fallait, elle a réussi également à s'imposer en 2-7. Cette très belle performance de Deborah va lui permettre de revenir dans le top 700 au classement de la semaine prochaine. Cette semaine, elle va encore jouer un tournoi en Algérie, à Alger. Et puis elle partira pour le reste de la saison plutôt sur terre battue, en Italie, en Turquie, au Maroc. Et avec l'objectif de s'approcher, voire si possible de rentrer dans le top 600. Les bonnes nouvelles sont venues essentiellement du côté féminin, à part pour la Coupe Davis évidemment. En dehors de Deborah Kerfs, il faut signaler surtout la victoire de Jelena Wickmayer à Tokyo. C'est un résultat qui fait vraiment plaisir parce que Jelena n'avait plus remporté un tournoi WTA depuis janvier 2010, tout de même, ça remonte à bientôt 6 ans. Elle avait même plus atteint la moindre finale depuis janvier 2013. Et donc cette victoire à Tokyo, on l'avait senti, on l'avait pressenti, la semaine passée on en avait un petit peu parlé avec Joël. On avait pressenti que le tennis était de nouveau là et qu'elle était vraiment capable de faire des grandes choses. Bon, ici, elle n'a pas rencontré de joueuses du top 50, mais elle a quand même battu 5 joueuses mieux classées qu'elle, des joueuses d'expérience comme Larsson, Bondarenko ou Tomljanovic, une plus jeune, vraiment une joueuse qui promet aussi. Et donc voilà, c'est vraiment une belle victoire qui va lui donner confiance, on espère, pour cette fin de saison. On espère aussi un regain de confiance pour Anne-Sophie Mestak, qui a remporté son premier titre WTA. C'était en double à Québec. Bon, ce n'est qu'une victoire en double, mais malgré tout, parlez-en à Isaline Bonaventure, qui a également remporté son premier WTA en double, et même directement son deuxième ensuite en début d'année. Ce sont des victoires qui marquent, et voilà, Anne-Sophie n'a pas eu une grande année, mais on peut espérer que cette victoire ici à Québec la fasse réagir également, lui apporte la confiance nécessaire pour cette fin de saison et pour se relancer en 2016. Un autre très joli succès qui fait plaisir, c'est la victoire de Magali Kempen à El Kantaoui. Alors Magali, elle n'a pas encore 18 ans, elle est née seulement en novembre 97, et donc c'est vraiment déjà en soi une super performance de gagner un premier titre si tôt. Mais en plus de ça, Magali a eu une grave blessure au poignet qui l'a privé du début de la saison, et une grosse partie de la saison, puisque ici à El Kantaoui, ça n'était que le troisième tournoi de l'année pour elle. Elle a joué un tournoi seulement au mois de mars, et puis elle avait repris la compétition la semaine passée à Pétange et avait été battue au premier tour. Donc vraiment, cette victoire fait du bien, parce que c'est une joueuse d'avenir et parce qu'elle a vraiment passé un sale moment depuis le début de la saison. Pour vous dire que Magali est vraiment talentueuse et prometteuse, elle avait disputé en 2014 sa première saison, elle avait déjà atteint une demi et 3
quart de finale, et en plus elle avait déjà remporté 4 tournois en double, donc c'est une joueuse à suivre, au même titre que le sont Grace Minen et Morgan Mikkels, qui sont du même âge qu'elle. Outre ces quelques beaux succès, il faut noter également celui de Kimberly Zimmerman en double à Santa Margherita di Pula. Voilà, donc si on compte simple et double ensemble, ça nous fait 2 victoires en WTA, 4 en ITF. C'est pas arrivé souvent une semaine pareille dans le tennis féminin belge. Il faut également ajouter à cela 2 quarts de finale en 25 000, à Monterrey pour Elise Mertens et surtout à Reading pour Claertje Liebens. Claertje qui, après une super saison 2014, a vraiment du mal à confirmer cette saison, et depuis le mois de février, elle peinait à remporter des matchs. Elle n'en a remporté que 2 pour 16 défaites depuis le mois de février. Donc ces 2 succès la même semaine ici à Reading sont également une excellente nouvelle. Chez les garçons, c'est évidemment la Coupe Davis qui a pris le pas sur les autres résultats, et de loin évidemment, mais il faut quand même noter une très belle demi-finale de Yannick Mertens à Istanbul, dans un gros challenger. Il y a battu notamment le Moldave Radu Albot qui est top 100, c'est seulement le 2e top 100 que Yannick réussit à battre. Et il a également battu au tour suivant Elias Ymer, le Suédois qui n'est que 132e mondial mais qui est vraiment un grand espoir du tennis mondial. Et ben pour Yannick, ce n'est que la 3e demi-finale en Challenger et sa première depuis 2012, donc c'est vraiment un résultat super intéressant. Par ailleurs, il faut encore noter le 2e tour à Kenitra de Yannick Reuter et de Germain Gigounon. Yannick, il était en plus sorti des qualifications, ça fait suite à un quart de finale la semaine passée, donc il est de nouveau vraiment bien en forme. Et dernière petite chose à noter, une finale en double pour Romain Barbosa à Antalya. Pour les classements, eh bien, la Coupe Davis offre également des points, on le sait peu, mais elle offre des points ATP. Et en général, ça n'a pas beaucoup d'influence pour les Belges parce que dans les matchs de barrage, ça n'offre que très peu de points. Ici, on est en demi-finale. Les Belges, David avec ses 2 victoires et même Steve avec sa victoire en simple, ont remporté pas mal de points. Ça permet à Steve d'encore grimper au classement. David de se rapprocher des joueurs qui sont devant lui, mais Steve, c'est vraiment une belle performance. Il monte à la 56e position. Les autres belles performances de la semaine, c'est évidemment Yannick Mertens avec sa demi-finale à Istanbul, et ainsi que Niels de Zeyn qui avait remporté un 15 000 $ la semaine passée, dont les points arrivent cette semaine. Vous voyez plusieurs autres joueurs qui ont performé en futur la semaine passée, notamment Michael Geerts qui avait remporté son 2e futur en Israël. Joran Wegen aussi a fait une très bonne performance. Et alors 2 joueurs qui ont encore pris 1 point cette semaine. La Coupe Davis n'a par contre pas été bénéfique pour Kimur Coppejans en termes de classement. La même semaine, il avait les points de sa victoire à son premier challenger remporté l'année passée à Meknes, et donc mais il a quand même fait une grosse chute au classement à cause de ça. Il le savait à l'avance, hein. Il a quand même accepté sa sélection, même sans jouer, même sans être sur le terrain. Il a accepté la sélection et a joué son rôle, tout en sachant qu'il allait perdre beaucoup en termes de classement. Ça peut être très important d'ailleurs pour lui, parce que s'il n'arrive pas dans les un mois et demi à récupérer ce classement perdu, ben il n'ira pas à l'Open d'Australie, en tout cas pas directement dans le tableau final. Donc ça a une influence importante pour lui. Germain Gigounon avait également fait une très bonne performance l'année passée à Meknes, donc il chute aussi. Et Sander Gillet continue sa descente également avec pas mal de points à défendre aussi en cette fin de saison pour Sander. Côté féminin, le bon de la semaine, c'est évidemment Jelena Wickmayer grâce à sa victoire à Tokyo. Elle prend 30 places quand même, elle revient tout proche du top 50, et en plus, elle reprend la première place nationale, puisque Alison Van Uytvanck perd quelques places. Derrière, Marie Benoît, on vous l'a présenté la semaine passée, grâce à sa victoire dans un 25 000 $, eh bien elle fait également une très belle opération, rentre pour la première fois dans le top 300. Autre gagnante de la semaine et autre vraiment très spectaculaire de la semaine, c'est Grete Minen qui a également remporté un ITF, son premier ITF la semaine passée en 10 000 $, elle, mais son bon, vu qu'elle vient de plus loin, est très intéressant. Elle est toute proche maintenant de rentrer dans le top 500. On voit encore une petite progression d'Anastasia Smirnova qui gagne 2 points en une semaine.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on revient à sans doute une vidéo un petit peu plus courte parce qu'il y aura moins d'actualité que ces 2 dernières semaines avec l'US Open, la Coupe Davis et tout ça. Vidéo peut-être un petit peu plus courte. On verra s'il y a lieu de faire un portrait si un joueur fait une très belle performance. Et bien sinon, ce sera comme toutes les autres semaines, les résultats, les bonnes nouvelles, les peut-être moins bonnes nouvelles et les classements. Ciao!